à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la cantorade. Nous allons parler aujourd'hui de la situation en Israël à la suite des événements du 7 octobre 2023, donc très récemment. Et nous allons pouvoir parler avec quelqu'un qui est franco-israélien, qui s'appelle Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Et Daniel va réfléchir avec nous sur la situation. Alors on va rappeler un petit peu la situation effectivement, à savoir que il y a eu des assassinats de 1200 Israéliens, assassinats ignobles de 1200 Israéliens à proximité de la frontière avec Gaza, et donc avec des prises d'otages importantes, environ 120 otages. Et donc, bien, Israël ne pourra pas ne pas réagir. Donc, il faut s'attendre à des réactions. Attention, on entend certains propos dans le monde disant qu'il faut se venger. Notez que le grand rabbin de France, Haïm Korsia, le disait, ce n'est pas dans la tradition juive que de se venger, c'est par contre une nécessité pour l'État d'Israël, et il le dit lui-même bien sûr, de neutraliser le Hamas. Daniel, que pensez-vous de la situation avant que l'on aborde un petit rappel historique ? La situation est très grave. D'abord, la manière dont ces attaques ont été perpétuées est abominable. On parle d'enfants, de femmes, de vieillards qui ont été massacrés, torturés, violés, brûlés vifs. Il y a des têtes coupées, il y a des gens éventrés qu'on a retrouvés dans les kibbutzim, dans les agglomérations attaquées. On ne parle pas là d'une attaque militaire contre des bases israéliennes, il y en a eu aussi, mais là on parle de petits groupes de combattants formés pour tuer, qui ont passé la frontière et qui visaient les civils spécifiquement, et même par exemple un concert qui avait lieu au même moment avec beaucoup de jeunes. Une rave party, comme on dit. Une rave party. Des véhicules chargés de terroristes se sont approchés et ont commencé à mitrailler de manière complètement sans aucune raison, de manière barbare, les jeunes qui tentaient de s'enfuir. Il est souvent dit que ce sont des crimes contre l'humanité, que ce sont même des pogroms. Les pogroms, il faut les remettre dans leur contexte historique. Oui, moi, c'est pas personnellement, le même contexte. Je n'utiliserai pas ce mot. En tout cas, oui, ce sont des Certains attaques. l'utilisent, c'est pour ça que je le dis. Ce sont des attaques barbares qui ont très peu d'équivalent dans le monde. Récemment, ce sont plutôt les membres de Daesh en Syrie, en Irak, qui se sont conduits de cette manière. Et encore des témoins, dont par exemple des militaires américains qui sont sur place en Israël, ont dit que même Daesh n'avait pas fait les horreurs qu'ils avaient pu constater sur place. Apparemment, Daniel, tout était programmé, je crois, on a ces informations-là. D'après les documents qui ont été récupérés sur les corps des terroristes abattus, ils avaient des cartes très précises, des instructions très précises,
Et cette opération était préparée apparemment depuis plus d'1 an. Peut-être qu'on peut faire un petit rappel très rapide, historique. Pourquoi le Hamas et finalement l'histoire d'Israël a commencé il y a très 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 longtemps, mais peut-être à partir de 1948, rappeler certaines choses, l'indépendance d'Israël et comment ça s'est passé, Daniel. Donc en 1948, suite à un vote de l'ONU, il a été décidé de la partition des territoires en Judée, Samarie principalement, et l'ONU a donné des territoires aux Juifs, dont la plupart étaient des rescapés de la Shoah, de l'Holocauste, et des territoires aux Palestiniens. Suite à la déclaration d'indépendance, les armées jordaniennes, égyptiennes ont attaqué dans le but de réduire le nouveau pays en cendres, et les Palestiniens ont refusé la partition. Israël a résisté, elle n'a pas été détruite. En 1967, à nouveau, les armées jordaniennes, syriennes et égyptiennes se sont massées pour attaquer Israël. Ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. C'est la guerre des 6 jours, puisque très rapidement, les forces israéliennes se sont imposées et ont conquis les territoires de Judée, de Samarie, du Golan, du Sinaï et de Gaza. En 1977, non, je vais passer sur la 73, il y a peu d'intérêt pour notre histoire. En 1977, Anwar el-Sadat commence les pourparlers entre l'Égypte et Israël pour atteindre la paix. Dans le cadre de ces accords de paix, le Sinaï est rendu à l'Égypte, avec la petite enclave. Gaza, les Égyptiens ne veulent pas récupérer Gaza, bien que ça leur appartenait avant la guerre des 6 jours. Ils laissent Gaza aux soins des Israéliens. Depuis, Gaza donc faisait partie des territoires israéliens. Il y avait même eu des implantations de kibbutz et de localités agricoles dans Gaza même. Dans Gaza. Avec la radicalisation de nombreuses personnes parmi les Palestiniens de Gaza, je crois que c'était en 2005 ou 2010, Israël se retire complètement de la bande de Gaza et démantèle toutes les colonies, si on peut appeler ça comme ça, qui étaient là-bas. Donc laissant les Gazaouis à avec leur propre direction, avec leur propre pouvoir. À cette époque-là, c'est encore l'OLP qui avait la mainmise sur l'administration de Gaza, mais depuis, le Hamas, qui est une organisation islamiste, a pris le pouvoir, souvent par les armes. Il y a eu des conflits meurtriers entre l'OLP et le Hamas. Alors, l'OLP, c'était le Fatah, c'est ça, non ? Le Fatah, c'est la manière de prononcer en arabe l'OLP. C'est l'Organisation de Libération de la Palestine. D'accord, merci Daniel. C'est elle qui était responsable du territoire de Gaza. Le Fatah a pris le pouvoir et il y a maintenant une dictature. Le Hamas a pris le pouvoir, il y a maintenant une dictature du Hamas. Et comme je l'ai dit, le Hamas est une organisation islamique qui, sous couvert d'action sociale et d'aider la population de Gaza, en fait, entraîne aussi des combattants, fait de la propagande antisioniste et même antisémite depuis.
depuis que Gaza est redevenue indépendante, à intervalles réguliers, ils envoient des obus, des missiles sur Israël. Et il y a des réactions israéliennes, la plupart du temps, qui sont contrôlées et limitées. Voilà. Nous arrivons donc à une situation où, depuis quelques années, le Hamas a réussi à endormir les craintes israéliennes d'un conflit armé généralisé. Et nous en arrivons il y a une semaine où les combattants du Hamas parviennent à forcer la barrière de la frontière et à envoyer quelques 2000 combattants avec véhicules, armes, pour beaucoup très bien préparés. Ce ne sont plus des gens qui prennent un fusil et qui partent. Ce sont des gens qui ont été entraînés pendant longtemps. Mais comment ont-ils fait pour la frontière est très très bien gardée. Il y a un mur qui est normalement infranchissable. On parle aussi de tunnels sous Gaza qui vont aboutir à ce niveau-là. Comment ont-ils fait pour en arriver là? Le sujet est encore sous étude. À l'étude, oui. À l'étude. Mais apparemment, leurs services de renseignement ont très bien fonctionné. Ils ont pu neutraliser les caméras et les senseurs qui sont censés alerter de présence et de forcer. Ils ont fait ça très rapidement. Ils ont fait ça au moment, le samedi, et pendant une fête où nombre de soldats israéliens étaient démobilisés, étaient en congé dans leur famille. Ils ont fait ça à un moment où les religieux parmi les forces israéliennes étaient dans les synagogues pour prier pour la fête. On est encore, comme j'ai dit, en train d'étudier dans quelles circonstances ça a pu arriver. Il est clair là qu'il y a eu de la part des forces israéliennes, des renseignements et de l'armée sur place des grosses lacunes qui l'ont permis. On pense même que les organisateurs de cette incursion meurtrière ont même été surpris du succès qu'ils ont eu. Ils ne s'attendaient pas à autant de pouvoir faire autant de dégâts. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Daniel, que faire maintenant dans le présent? Parce que il y a l'obligation d'action d'Israël en essayant de faire évacuer, il y a l'aspect humain qui est important, les civils du nord de Gaza pour qu'ils aillent vers le sud de Gaza. Avec aussi le problème des otages. Donc, comment... Alors bien sûr, on dit très souvent qu'il y a eu beaucoup d'émotions avec ce qui s'est passé là. Beaucoup de personnes ont soutenu Israël, ont été émues de ce qui s'est passé le samedi 7 octobre. Mais peut-être que les choses pourraient changer, comme c'est arrivé parfois pour le peuple juif, lorsque Israël d'ailleurs commence à bombarder Gaza et va rentrer probablement dans Gaza avec une incursion terrestre très très probable. Qu'en pensez-vous, Daniel? Alors, une des caractéristiques de la capacité d'Israël à résister à des États et à des peuples qui lui sont foncièrement hostiles depuis 1948 et surtout depuis 1967, c'est la dissuasion. L'armée israélienne a été très admirée en 1967 pour sa manière de repousser des armées arabes largement supérieures en nombre et beaucoup mieux armées. Bien sûr, il y a eu la guerre de Kippour, pour laquelle, un peu de la même manière, Israël s'est fait surprendre.
mais elle a su contre-attaquer Très rapidement, oui. et même prendre des territoires, par exemple, au-delà du canal de Suez, qu'elle a dû rendre évidemment après le cessez-le-feu. Mais tout ça a contribué à l'image que, aussi bien dans le monde que dans les pays arabes qui entourent Israël, que l'armée israélienne est très forte, aussi bien du point de vue renseignement, du point de vue des armes, du point de vue de ses soldats. Et tout ça contribue à la dissuasion. C'est-à-dire que même si l'envie ne leur manque pas d'attaquer Israël au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie, en Égypte, même si l'envie ne leur manque pas, ils n'osent pas le faire parce qu'ils savent que ils se doutent que leurs armées seront détruites et qu'ils iront beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Là, nous avons affaire à des islamistes extrémistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas peur de mourir pour la cause. Parmi les 2000 terroristes qui ont traversé la frontière, il y en a 1500 qui ont été tués. Je pense que chacun d'entre eux, quand il a passé la frontière, pensait qu'il ne reviendrait pas. C'était des attaques suicides. Ça a eu beaucoup plus de succès qu'espéré. 500 d'entre eux ont pu revenir avec des otages. Maintenant, il faut bien voir que, d'après les tactiques du passé, le Hamas ne concentre pas ses forces dans des bases. Il se dissimule parmi la population. Il occupe des locaux comme des écoles, comme des centres cultuels, comme des mosquées, pour stocker ses armes, pour faire ses réunions. Et ça, c'est une tactique qui fait que quand Israël attaque, si elle veut détruire tuer les membres ou détruire les armes qu'ils utilisent, elle va obligatoirement être obligée d'attaquer des mosquées, des écoles. Il y a eu même un cas où c'était des locaux de l'ONU qui servaient au Hamas à stocker des armes. Et donc évidemment, quand Israël s'attaque à un local de l'ONU ou une école ou à une mosquée, ce sont les hauts cris dans le monde entier. Et nous avons cette situation aujourd'hui qui est encore pire parce que les quelques 150 ou 200 otages qu'ils ont pris, qu'ils ont ramenés dans la bande de Gaza, sont maintenant éparpillés un peu partout. Ils ne sont pas concentrés à un endroit. Donc il est extrêmement difficile de les localiser. Il est extrêmement difficile si on veut les libérer, d'attaquer, puisque c'est un par un qu'il faudrait les libérer. Aujourd'hui, Israël considère les otages et l'attaque contre le Hamas comme deux choses complètement séparées. C'est deux fronts. L'armée qui s'occupe aujourd'hui de vouloir neutraliser le Hamas pour ne pas revenir à ce genre de situation où on pourrait avoir des milliers de terroristes qui traversent la frontière et qui tuent de manière complètement indiscriminée femmes, enfants et vieillards. Pour ne pas en revenir là, l'armée israélienne, l'État israélien, a décidé d'en finir avec le Hamas. C'est-à-dire le Hamas en tant qu'organisation doit disparaître. Écoutez la proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Autre question, Daniel. Quelle est la position de la population les Gazaouis? Soutiennent le Hamas ou pas? On en est où là? On comprend pas très très bien. Est-ce que finalement ils ne font que subir? Évidemment, ils subissent la dictature du Hamas depuis des années. Le Hamas est extrêmement corrompu, c'est-à-dire que par exemple, les subsides envoyés par l'Europe, par les États-Unis, par le Qatar, pour faire que les gens de Gaza puissent avoir de quoi manger, puissent avoir de l'électricité, puissent construire des maisons, etc., sont utilisés par le Hamas et donc ça n'empêche pas ils reçoivent largement aujourd'hui Gaza reçoit largement d'argent pour pouvoir faire vivre correctement la plupart de ses habitants.
Seulement avec la corruption qu'il y a du Hamas, ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans le besoin et dans la pauvreté. Maintenant, comment savoir quels sont leurs avis? C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de journalisme indépendant en Gaza. Les journalistes étrangers sont très peu et risquent leur vie en faisant des reportages là-bas. Les représentants de l'ONU qui seraient censés nous apporter une image plus véridique de ce qui se passe dans Gaza, en fait, sont des représentants des pays arabes de l'ONU qui sont, pour une grande part d'entre eux, foncièrement antisémites aussi. Ce qui fait que quand, par exemple, on nous dit aujourd'hui que 2500 personnes ont été tuées lors des bombardements israéliens, dont 500 enfants, ces chiffres, dans le passé, se sont avérés, sur ce genre d'opération, complètement fantaisistes. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce que les images, les interviews, par exemple, d'habitants de Gaza qu'on peut voir à la télé, évidemment, ce sont des hauts cris contre les crimes contre l'humanité d'Israël, et témoignant de la détresse énorme dans laquelle ils se trouvent, et appelant le monde à les aider. Même ces témoignages-là, ils sont à prendre entre guillemets, puisqu'ils sont organisés par le Hamas. Alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Radio Laser pour évoquer la situation en Israël. Alors, Daniel, autre question également. Est-ce que vous pensez que l'on pourra faire évacuer tous les civils gazaouis du nord de Gaza vers le sud ou pas? Ça paraît difficile. Ça me paraît complètement impossible, oui. Parce que ça ne peut être qu'une action volontaire de la part des gens. S'ils ont décidé de rester, ils resteront. Personne ne pourra les forcer à partir. En plus, le Hamas a intérêt à ce que les gens restent. Oui. Ils servent de bouclier humain. Tout à fait. Quelque part. Plus le problème des otages, également. Plus le problème des otages qui est insoluble militairement, à mon avis. Il n'y a qu'une voie diplomatique qui pourrait permettre de récupérer les otages, de les faire libérer. Alors, et elle existe en parallèle, cette voie diplomatique. C'est vrai que dans les médias, on entend surtout parler de l'opération israélienne, et que la diplomatie en général se veut très discrète, parce qu'à partir du moment où les détails d'une discussion diplomatique sont éventés, la diplomatie n'existe plus à ce moment-là. Donc s'il y a aujourd'hui des contacts entre, par exemple, Israël, les États-Unis, l'Égypte, le Qatar, et peut-être même l'Iran, qui sont de très près mêlés à ce conflit, à propos des otages, on n'en entendra pas parler. Seulement quand on a des accords sur un non-plus, à ce moment-là, ils seront rendus publics. Alors, l'ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, qui s'appelle Olef Bornstein, disait qu'il n'y avait pas d'autre solution que deux États. Est-ce que, selon vous, Daniel, en l'état actuel et même au cours des années futures, bien sûr qu'on peut comprendre tout à fait ce que dit le conseiller d'Yitzhak Rabin, Rabin qui a perdu la vie, rappelons-le. Il a été assassiné au cours d'un meeting. Que pensez-vous de cette possibilité de deux États? Je ne vais pas dire tout de suite, je ne vais pas dire à court terme, je ne vais pas dire à moyen terme, on va peut-être parler à long terme, ou alors jamais. À long terme, c'est évident que si on veut une paix équitable, durable dans le Moyen-Orient, il faudrait que les Palestiniens aient leur État. Et donc c'est une solution à deux États. Le petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans
l'ambiance de haine qu'on a aujourd'hui, par exemple pour les habitants de Gaza ou même pour les populations des pays qui entourent Israël, l'Égypte, la Jordanie et tout ça, la Jordanie, la Syrie et le Liban, un État qui serait rendu indépendant et dont les frontières seraient ouvertes, avec une telle haine, se changerait très rapidement en fer de lance pour l'Iran, pour détruire Israël. L'Iran qui ne se cache pas que c'est sa volonté, qui menace régulièrement d'envoyer des armes atomiques sur Israël. Voilà. Donc tant que l'éducation des enfants chez les Palestiniens, tant qu'on n'aura pas des leaders palestiniens qui cherchent la paix, Israël n'envisagera jamais de permettre à un autre État d'exister tant que sa sécurité sera en danger. À partir du moment où ces conditions changent, tout peut arriver. Autre aspect, Daniel, il se passe des choses en France actuellement. Il y a eu un attentat récemment à Arras. Est-ce que c'est relié ? Les enquêtes permettront de le savoir, mais on constate que depuis le 7 octobre, il y a eu 189 actes antisémites en France. Vous y voyez une relation, Daniel ? Ce n'est pas nouveau. Si on considère les autres conflits qui ont opposé Israël et les Palestiniens dans le passé, à chaque fois, il y a eu une recrudescence des actes antisémites. Et maintenant que le Hamas dit au monde, à tous les musulmans, d'aller tuer les juifs où qu'ils soient, il y a certaines personnes en Europe et en France aussi qui prennent cela comme des appels légitimes pour tenter des choses contre les juifs ou contre même n'importe qui en France. Personne n'est à l'abri. Mais tout ça est toujours est inquiétant, et pas qu'en France, enfin notamment en France. Notamment. Mais il y a des remous dans les pays du Nord, là en Suède en ce moment, il y a... Absolument. Écoutez La Proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Pour l'avenir, pour la situation actuelle, en Israël en tout cas, vous voyez un statu quo, vous voyez les choses évoluer, la guerre va cesser à un moment ou à un autre. Alors évidemment, le conflit armé cessera quand Israël pensera avoir atteint ses buts, si elle y parvient, parce que détruire l'organisation du Hamas, c'est aujourd'hui le mot d'ordre qui est un peu même de tous les côtés, même chez les pacifistes en Israël, tout le monde est d'accord sur ce point. Est-ce que c'est réalisable ? Je n'en sais rien, en tout cas ça semble très difficile. Mais mettons que ça arrive et que dans quelques semaines, dans quelques mois, le conflit s'arrête et qu'il y ait un semblant de calme et de paix au Moyen-Orient. Les haines dont j'ai parlé ne vont pas s'éteindre et le status quo qu'il y avait avant cette attaque il y a une semaine se remettra en place. Et comme je l'ai dit, tant qu'il n'y aura pas une volonté des peuples et des leaders de faire une paix juste avec Israël, la situation n'évoluera pas. Pourtant, il y a eu des tentatives, le Maroc, l'Arabie Saoudite, les accords d'Abraham, il y a eu des tentatives ces derniers temps de dialogue avec Israël. Oui, parmi les pays arabes les plus éclairés, on va les appeler comme ça, les plus ouverts à des contacts avec les Occidentaux. Oui, mais maintenant tout est remis en question. Aujourd'hui, par exemple, l'Arabie Saoudite ne peut pas se permettre, gelé, je crois, du point de vue de son opinion publique, elle ne peut pas se permettre de continuer à parler avec les Israéliens, alors que, de nouveau, dans quelques jours,
on va considérer l'armée israélienne comme les bourreaux qui martyrisent la population palestinienne. Donc, on peut être encore pessimiste, hein, n'est-ce pas, Daniel? Pessimiste... Avec de l'espoir. Le status quo dans lequel il n'y a pas de combat, il n'y a personne qui meurt, finalement, il est pas trop mal. C'est mieux. Et c'est pour ça que la barrière avait été érigée autour de Gaza, mais ça n'a pas fonctionné. On en arrive là. Il y a des erreurs qui ont été faites. Et malgré tous les efforts d'Israël pour essayer d'avoir des leaders avec qui on peut parler dans les pays qui l'entourent et parmi les Palestiniens, on n'en est pas encore là. Donc l'islamisme haineux aura cours dans cette région. Je ne vois pas comment ça pourrait bouger. Mais il y a dans le cadre des organisations palestiniennes pacifiques, il y en a certains qui cherchent... Même à Gaza, il y a de nombreux Gazaouis, de nombreux habitants de Gaza qui ne demandent que avoir leur business, qui ne demandent que cultiver la terre et qui n'aspirent qu'à la paix. Il y a même certains intellectuels, certains qui prônent ce genre de choses, seulement face aux islamistes. C'est le régime de la peur, c'est le régime de la violence, et on n'en sort pas. D'ailleurs, c'est pas seulement Israël et Gaza, c'est dans toute la région. Il y a le même problème en Irak, il y a le même problème en Iran, il y a le même problème en Jordanie. Le roi essaye de résister aux islamistes aussi. Les Égyptiens, pourquoi ne voulaient pas de Gaza et pourquoi aujourd'hui ils maintiennent la paix avec Israël? Parce qu'ils doivent lutter eux-mêmes contre l'islamisme. Bien, il nous reste à espérer déjà, que la paix s'installe, 2, comme le disait Daniel, qu'un certain statu quo s'installe, et puis à espérer, n'est-ce pas, Daniel? Exactement. Merci beaucoup à Daniel, donc franco-israélien, qui nous a donné sa réflexion sur la situation forte, inquiétante qui se passe actuellement en Israël, et puis aussi sur ce qui se passe aussi quelque part en France. Au revoir à toutes et à tous, et prenez soin de vous. Au revoir.